sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité, comme on le sait, et particulièrement dans la région du Sahel. C'est là. C'est une organisation qui regroupe 25 États, plus précisément. Il y en avait même plus. Il y avait 29 en tout. Entre-temps, il y en a 4 qui se sont désistés. Et nous sommes présentement à 25. Il s'agit des 25 pays qui occupent l'espace, comme son nom l'indique, sahélo-saharien, sur la bande allant du Sénégal à Djibouti. Elle regroupe environ un peu plus de 600 millions d'âmes. Alors, la SEMSAT a pour objectif essentiel, et ça c'est depuis le traité révisé qui date de 1993 et qui est arrivé en vigueur en 2019, elle a centré ses objectifs autour de la paix, la sécurité et le développement. Les chefs d'État, qui en sont l'instance supérieure, ont voulu ainsi centrer leurs efforts sur tout ce qui concerne la sécurité et le développement, et particulièrement le lien que nous devons faire entre les deux. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité, comme on le sait, et particulièrement dans la région du Sahel. Cela se vérifie. Donc nous sommes en tout cas une organisation qui avait des objectifs nombreux à l'intérieur de ces deux grands axes, et notamment elle œuvre la recherche de la paix, de la stabilité des États, la recherche de la sécurité alimentaire et les services sociaux de base, l'éducation, la santé, mais aussi toutes les questions environnementales. Vous vous en doutez bien, dans l'espace sahélo-saharien, c'est une préoccupation majeure, l'environnement. La lutte contre la désertification, la lutte contre la dégradation des terres, donc la protection de l'environnement. Donc c'est, en gros, c'est le champ d'action, grosso modo, vraiment de la SEMSAT. Évidemment, si nous voulons agir dans tous ces domaines, cela veut dire qu'il faut réunir les moyens d'action nécessaires. Les ressources de la SEMSAT sont essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, composées des contributions statutaires des États membres. C'est comme cela qu'elle a évolué depuis sa création. Vous vous souvenez de ce que son initiateur, c'était le feu Muammar Kadhafi. En son temps, bien sûr, la Libye assurait le grand leadership de la SEMSAT et question de financement, ce pays avait beaucoup fait pour la SEMSAT pour assurer le financement pour son fonctionnement et même pour le financement des programmes et projets divers. Depuis sa disparition, vous l'avez certainement noté quelque part, la SEMSAT a eu des grosses difficultés. D'abord en raison des violences qu'a connu ce pays qui abrite le siège de la SEMSAT. Donc en raison de ces violences,
le personnel, le secrétariat alors ne pouvait pas du tout travailler. Et pendant un bon moment, ils sont restés, j'allais dire, dans la nature. Il a fallu que la République du Tchad vienne à la rescousse pour offrir d'abriter donc le siège provisoire de la CEMSA le temps que la situation se stabilise en Libye. Alors nous en sommes là. Depuis lors, la CEMSA de vie, ou j'allais dire survie, au minimum. Parce que les temps sont durs, les contributions ont du mal à rentrer. Il n'y a pas d'autre source de financement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que Kainkaha, il fallait la maintenir simplement en vie. Mais elle n'était pas en capacité d'affronter les défis qui sont les siens. À présent, nous nous attelons à voir comment la sortir de ce coma profond qui date de plusieurs années. Il s'agit de la remettre sur les rails, de la revigorer, de lui donner des capacités d'action. C'est ça le chantier que nous avons en ce moment. Alors, bien sûr, cela demande un certain nombre de mesures à prendre, notamment la mobilisation des ressources. La CENSAD dispose de deux instances principales. La conférence des chefs d'État du gouvernement, composée donc des chefs d'État, et le conseil exécutif, composé des ministres en charge des affaires étrangères. Avec la léthargie dont je parlais tantôt, ces instances ont eu beaucoup de mal à se réunir. Il y a la dernière réunion de la conférence conférence extraordinaire, remonte à 2019. Le conseil exécutif aussi, mais nous venons de tenir à Rabat, fin mars dernier, une réunion du conseil exécutif pour justement engager cette dynamique de réhabilitation de la CEMSA. Nous sommes en train d'attendre une conférence au sommet des chefs d'État qui va nous permettre cette fois-ci de manière décisive d'engager le processus de redynamisation, notamment à travers l'adoption du budget, l'adoption d'un plan quinquennal d'action prioritaire que nous avons déjà soumis au Conseil et qu'il a adopté. Et donc ça va être vraiment le nouveau départ pour la CEMSA. Voilà brièvement l'état des lieux de la CEMSA, si je peux m'exprimer ici. Merci. La récente visite de 48 heures de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger à N'Djamena. Alors, hier, effectivement, j'ai personnellement assisté à l'accueil, à l'arrivée du président de la République, M. Bazoum Mohamed. J'ai vu à quel point la République du Tchad, le président du Conseil militaire de transition, ont considéré l'événement à la mesure vraiment des relations, des bons voisinages, de fraternité et d'amitié qui existent entre les deux pays. L'accueil était grandiose, l'accueil était chaleureux. Donc je me dis que nous sommes là dans une phase certainement de consolidation des relations qui existent déjà, qui sont si bonnes.
et qui vont permettre d'avoir un axe Niger-Tchad fort. Parce que par les temps qui courent, si nous avons ces deux pays qui tiennent debout, nous n'avons pas grand-chose à craindre de tous ces épisodes d'insécurité et autres qui font les préoccupations de nos populations aujourd'hui. Alors la priorité, c'est vraiment effectivement que ces deux verrous-là tiennent bon en matière de sécurité, le Tchad, le Niger, et bien sûr leurs voisins. S'ils ne tiennent pas, c'est toute la région qui va certainement connaître d'énormes difficultés. Donc je pense que c'est une bonne chose que de consolider, de renforcer la coopération entre ces deux États. Nous savons qu'ils ont d'énormes défis, notamment vous avez leur partie septentrionale qui sont des déserts, grands déserts, toujours pas facile à contrôler, mais je pense que les dispositions sont prises, elles sont en train d'être prises au niveau des deux États pour maintenir le contrôle de ces États, le contrôle en matière de sécurité. Donc je suis très confiant dans les relations qui sont établies, qui sont entre les deux pays. Et j'ai grande confiance dans les deux chefs d'État pour engager véritablement des actions qui vont conforter les questions de préservation de la sécurité de nos États. Et aussi, pour revenir à la CENSAT, nous avons à cœur, parce que au cours de ce mandat, bien que bref, j'ai une idée, je pense beaucoup à la jeunesse de ces pays, de ces 25 pays. Vous voyez comment elle est menacée, comment elle est sujette à l'appât du gain, à l'appât de la vie facile, qui la rend très vulnérable et qui l'expose souvent à travers donc tout genre de trafic lesquels il se lance. Et mon souhait le plus ardent, c'est que nous arrivions à lancer un programme qui puisse aider à maintenir notre jeunesse dans son espace, au lieu de continuer à regarder vers l'Occident, vers la Méditerranée, vers les pays du Nord. Nous avons toutes les potentialités dans cet espace-là. S'il était mis en valeur, les jeunes auront certainement de l'emploi. Ils pourraient créer eux-mêmes des emplois à travers l'entrepreneuriat qu'ils vont développer. Et c'est pourquoi j'ai à l'idée de monter un programme qui va venir en appui à la Grande Muraille Verte, qui va de Dakar à Djibouti, sur les 8000 km, voir comment on pourrait développer des activités allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent là, de créer l'emploi pour ces jeunes et de contribuer à la production. Moi, je suis sûr que si nos jeunes, nos braves valides sont bien mobilisés dans cette zone, nous aurons notre autosuffisance alimentaire. Nous n'aurons plus besoin d'importer quoi que ce soit. En tout cas, pas de céréales ou de vivres. Donc c'est ça mon rêve. Et nous sommes vraiment là-dessus. Nous allons bientôt engager les premières discussions avec les États. Ça sera bien sûr en accord et en harmonie avec les ministres en charge de la jeunesse, les ministres en charge de la formation professionnelle
et les ministres en charge de l'environnement. Donc nous allons nous mettre ensemble pour convenir d'un programme, un grand programme pour la jeunesse de la SEMSA, la jeunesse de l'espace SEMSA. Je pense que c'est ça l'avenir. C'est les jeunes là qui vont construire leur avenir. Nous sommes des générations déjà en fin de course. Alors il faut les amener eux-mêmes à mettre la main à la pâte pour construire leur avenir. Parce que c'est cela qu'il s'agit quand on parle de développement durable. Il s'agit d'investir dans la jeunesse à travers son éducation, sa formation et l'emploi, son emploi. Et elle va travailler le capital de production qui est la terre. Cette terre est vaste et riche, la terre de l'espace sahélo-sahélien. Voilà donc pour un dernier ressort, l'idée que je nourris en ce moment, et je pense que j'aurai le soutien de tous les États membres, Inch'Allah.